vivante et éphémère, est parcourue de bouleversements et de transformations. Les uns nous épouvantent, les autres nous émerveillent. Ici s'offre à nos yeux le chaos de peuples fracassés, là l'épanouissement de civilisations qu'on croyait endormies, et ailleurs encore l'exploitation bienfaisante des richesses de la terre, mais au prix de l'esclavage d'hommes et de femmes sacrifiés. Notre société française, elle-même, comme tout le reste du monde, peine à fortifier son unité dans la profusion des humanismes, des philosophies, des religions, des cultures, suscite de différences, en même temps que ses forces productrices traditionnelles semblent frapper de lassitude. Et pourtant, la jeunesse du monde n'a jamais été aussitôt éveillée et désireuse d'un monde meilleur. Nous sommes ici rassemblés, avocats, magistrats, juristes, hommes et femmes d'entreprise, parce que nous sommes au service du droit. Seul un état de droit, garantissant le respect des règles et l'efficacité d'une justice impartiale, permet de canaliser les forces éparses et contradictoires et de faire triompher le progrès sur le désordre. Avocats, nous déployons nos compétences au service des autres. Qu'il s'agisse de donner une architecture harmonieuse à leurs projets de développement, de les rapprocher quand ils sont en conflit, comme de les conduire vers le juge dont ils attendent l'application juste de la loi. Est-ce assez vous dire, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'importance que revêt à nos yeux l'honneur que vous nous faites d'assister à nos débats et à nos travaux et de nous livrer, à défaut de réponse à toutes nos questions, les grands axes de votre action. Les tables rondes se succèdent depuis ce matin en une trop courte journée autour de thèmes majeurs. Notre programme vous a montré que nous sommes soucieux de tout ce qui peut aider au progrès de notre société, qu'il s'agisse pour nous d'être présents partout où le droit est en cause, ou de susciter réflexions et réformes quand il s'agit de la liberté et des droits fondamentaux. Le barreau français, s'il est légitimement soucieux de son existence matérielle, ne se réunit pas d'abord pour parler de lui. Ensemble, les avocats travaillent à être toujours plus utiles. Nous sommes d'autant plus légitimes dès qu'il est question du droit que notre éthique exigeante, notre déontologie et le souci que nous avons de notre discipline nous donnent et donnent à nos contemporains la garantie du respect qui leur est dû. Le temps est dépassé, fort heureusement, où les pouvoirs cherchaient à couper la langue aux avocats. De même est dérisoire la crainte d'une explosion des procès qu'intenteraient, pour leur profit personnel, des Robins tels que les ont dépeints la farce de Maître Batelin, les plaideurs de Jean Racine ou les caricatures amusantes de notre cher Daumier. Au demeurant, comme vous le savez, le barreau français est un des moins nombreux d'Europe. À peine 55 000 hommes et femmes, les femmes y sont majoritaires, tandis que l'Allemagne compte plus de 130 000 avocats, l'Angleterre 150 000 solicitors et 3 500 barristers, l'Espagne 160 000 et l'Italie près de 200 000. Chers contemporains, n'ayez pas peur des avocats. Cette peur qui vous est étrangère, Madame la Ministre, cette peur n'est pas la peur. En témoigne le débat autour du décret dit décret passerelle, destiné à permettre à un groupe mal identifié, de sujets non formés à notre métier, de devenir avocat sans que les conditions de leur accès aient été clairement définies. Nous avons soumis ce décret au Conseil d'État en raison de son imprécision. Mais le barreau a toujours accepté que le rejoignent des personnalités dont le parcours ne correspond pas au cursus classique. Et nous n'avons jamais prétendu que l'entrée dans la profession dépend de je ne sais quel numerus clausus, ni d'aucun concours. Nous ne sommes pas un château fort dont on abaisserait rarement le pont-levis. Mais convenez avec nous que ce fameux décret mérite d'être réécrit. Nous sommes ouverts
parce que les parlementaires, députés ou sénateurs, ou anciens membres du gouvernement, deviennent avocats à la condition de justifier d'un diplôme universitaire équivalent à celui exigé des élèves avocats, d'une ancienneté comparable à celle des juristes d'entreprise qui nous rejoignent, et de se soumettre de bonne grâce à une formation en déontologie, suivie peut-être d'un examen. Pour le reste, la loi organique LO 149 et LO 297 du Code électoral a déjà prévu les incompatibilités qui s'imposent aux avocats devenus parlementaires. Les mêmes s'imposeront aux parlementaires devenus avocats. Et puisque je suis entré dans le concret, permettez-moi d'évoquer devant vous un certain nombre de questions auxquelles nous serions très reconnaissants d'apporter des réponses, sinon aujourd'hui, du moins dans les semaines à venir. L'action de groupe doit faire l'objet d'une loi, et nous nous en réjouissons. Simplement, on en a parlé ce matin, il ne serait pas acceptable pour les avocats que la représentation en justice, comme la constitution du groupe, soit laissée à l'initiative des associations de consommateurs, aussi estimables soient-elles. Et je le dis devant notre ami Maître Franck, qui était là ce matin pour l'UFC Que Choisir. Seul l'avocat peut être légitime à représenter devant les tribunaux les consommateurs désirés d'agir ensemble contre un agent économique qui a commercialisé un produit déficient ou émis une publicité mensongère. L'avocat doit pouvoir faire paraître dans la presse, et grâce à tout moyen de communication électronique, une information sur le procès qu'il engage, afin de recueillir l'adhésion de ceux qui y ont intérêt. Une disposition législative différente serait d'ailleurs contraire à l'arrêt que vient de prendre la Cour de justice de l'Union européenne à propos du démarchage. C'est un vilain mot, nous ne l'aimons pas. Mais comme vous le savez, les législations nationales et les ordres professionnels n'ont plus le droit d'interdire purement et simplement le démarchage ou la sollicitation personnalisée, pour dire une chose plus convenable. Notre loi française va être réexaminée. J'ai fait savoir récemment à M. le directeur des affaires civiles et du Sceau comment, de mon point de vue, pourraient être modifiées nos règles, et ce sera l'objet d'un débat devant le Conseil national des barreaux en Assemblée générale et la Commission des règles et usages y travaille. Et d'ores et déjà, puisque l'interdiction pure et simple du démarchage est proscrite, tout avocat sera libre d'effectuer une sollicitation personnalisée auprès d'un client ou d'un groupe de clients, en faisant savoir quels sont ses domaines d'activité, ses éventuelles spécialités, les critères de sa compétence et les conditions financières de son intervention. Seront interdits les actes de dénigrement à l'égard d'un confrère, ainsi que la publicité mensongère ou comparative, c'est bien évident. Et je souligne cette évidence puisqu'en tout état de cause, nos principes essentiels, qui sont fondateurs de notre éthique, au nombre desquels figurent la délicatesse, l'honneur, le désintéressement, la confraternité, s'opposent déjà à toute publicité sauvage. J'ai dit le désintéressement. C'est un des piliers de notre déontologie. Et nous le manifestons tous les jours, à travers les missions d'aide juridictionnelle chichement défrayées, ou que nous remplissons bénévolement. Nous ne nous en plaignons pas, mais il est bon de rappeler que l'honoraire payé à l'avocat n'est pas un bénéfice. Quelle que soit la forme d'exercice, l'avocat doit faire face à des frais importants, loyer, secrétariat, cotisation de tous ordres, collaborateurs, abonnements, etc. C'est une entreprise. Je disais un jour aux élèves de l'école normale de l'école nationale de la magistrature qu'ils ne devront jamais mépriser cette relation de l'avocat avec l'argent. Nous n'en demandons en effet qu'à ceux à qui nous pouvons être utiles, qui nous le donnent, nous le discutent ou nous le refusent. C'est dans la main de celui que je conduis vers son juge que je mange mon pain. Et nous ne pouvons souffrir que cette relation soit méprisée, car nous savons tous, et vous savez, Madame la garde des Sceaux, que si le client n'est pas d'accord avec son avocat sur l'honoraire sollicité, il peut saisir le bâtonnier qui en est l'arbitre, lequel statue sous le contrôle double de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Soyez donc assurés, Madame la garde des Sceaux, de ce que nous n'avons aucun complexe à ce sujet. L'État, bien avant que vous ne soyez un membre éminent du gouvernement, a manifesté sa défiance à notre égard sur ce sujet et souhaité édicter des barèmes indicatifs d'honoraires pour ce qui concerne les divorces par consentement mutuel lorsque n'existe aucun sujet de conflit entre les époux qui n'ont ni patrimoine, ni enfants communs et qui sont tombés d'accord sur les conséquences de leur séparation.
Nous étions prêts à y consentir à l'époque, et nous avions même indiqué des chiffres qui nous paraissaient raisonnables pour ce seul type de procédure. Or, de manière assez pernicieuse, et bien avant vous, vos prédécesseurs ont tenté d'étendre cette mesure des barèmes indicatifs à toutes les procédures de divorce. La loi votée prévoit que des barèmes variés puissent être publiés par décret, après avis du Conseil national des barreaux, mais un avis qui ne lit pas. Et ce texte est discriminant en plus et inacceptable à l'égard du barreau de famille. L'Allemagne est le seul pays qui connaît encore un barème. L'Italie a récemment pris la décision de supprimer sa législation réglementant, selon un barème, les honoraires des avocats. Et les études allemandes démontrent que le barème des rémunérations instauré est illisible pour le consommateur en raison de la très grande complexité de ces paramètres. Et c'est une tâche impossible de donner des paramètres permettant de définir des barèmes unifiés. Il faut des semaines, parfois des mois, pour aboutir à une rupture par consentement mutuel. Elle est plus souvent le résultat patiemment obtenu au terme d'un long travail, beaucoup plus qu'une donnée immédiate. Et les diligences nécessaires pour régler une liquidation sont très variables et ne peuvent faire l'objet d'un forfait en dehors d'une indication de ce que coûte l'heure de l'avocat. Vous n'aurez donc, et je vous le dis parce que j'aime la franchise, vous n'aurez donc aucune réponse chiffrée du barreau français. Loyalement, je tiens à vous en faire part. C'est la position unanime qui a été arrêtée dans les instances, conférences du bâtonnier, Ordre de Paris et Conseil national des barreaux. En revanche, nous considérons tous que le devoir de l'avocat est de fournir à son client, dès le début de la relation, toutes les informations nécessaires relatives au mode de calcul de ses honoraires, de recueillir son consentement ou de lui permettre, grâce à des informations aussi précises que possible, de comparer ses tarifs à ceux des autres. Et nous déploierons tous nos efforts au Conseil national, tous les efforts afin d'une pédagogie qui fasse que la plus grande rationalité règne dans ce domaine et la plus grande clarté vis-à-vis de ceux que nous avons mission de servir. Mais il faut que l'État se montre aussi totalement loyal. La taxe de 35 € qui a été créée pour amender l'aide juridictionnelle est en partie détournée de son but. Les dotations que nous recevons de l'État comportent des chiffres avec des décimales, ce qui mathématiquement, même si je ne suis pas très doué dans ce domaine, n'a pas de sens. Toutes les sommes reçues au titre de l'aide juridictionnelle devaient être des multiples de 35. C'est parce que l'État ne restitue pas l'intégralité de ce qu'il perçoit. Or, l'article 1635 bis Q du Code général des impôts dispose: la contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. Une taxe affectée ne peut pas être détournée. Nous aurons par ailleurs besoin de vous pour que soient acceptées par le gouvernement des solutions destinées à permettre l'augmentation du budget de l'aide juridictionnelle sans qu'il en coûte rien à l'État. Vous n'êtes pas là pour que vulgairement je vous demande de l'argent, Madame la garde des Sceaux. Mais nous avons des moyens, et on en parlera quand vous voudrez, pour que ce budget soit abondé d'une manière rationnelle. Et simplement, je soulignerai au passage, pour tous ceux de mes consoeurs et de mes confrères qui se dévouent sans compter et qui n'ont pour seul revenu que ceux de l'aide juridictionnelle, que si nous sommes au 37e rang sur 43 pour le budget de la justice, en matière d'aide juridictionnelle, notre budget de 230-260 millions d'euros, ça varie de temps en temps, n'est pas le 10e des 2 milliards 300 millions de livres sterling du budget de l'Angleterre, et ça me fait de la peine de savoir que l'Angleterre est avant nous. Et le barreau, Madame la Ministre, a des sujets de fierté et des motifs de reconnaissance. L'acte d'avocat va connaître un développement de plus en plus important.
le président Bénichou, qui est le leader de la conservation, a pris en ce domaine des engagements et des responsabilités pour lesquels je suis reconnaissant. Comme vous le savez, nous n'avons pas revendiqué la force exécutoire, ni aucun monopole. Et que ce soit clair, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que les notaires continuent à rédiger aussi des actes sous seing privé. Si le propriétaire veut que le bail sur sa chambre de service soit fait par un notaire, nous n'y voyons aucun inconvénient. Notre préoccupation était en revanche avec l'acte d'avocat de décharger le juge de procès inutile. Désormais, puisque les avocats auront contresigné l'acte avec leurs clients, aucune discussion ne sera plus recevable sur l'identité des parties, sur leur consentement éclairé, sur la date de l'acte. Les avocats en deviennent les garants de cette force probante, à leur risque et péril, et sous leur responsabilité. Nous n'avons jamais eu peur de nos responsabilités. Et le support papier ou informatique sera bientôt une sécurité supplémentaire pour ceux qui auront signé l'acte d'avocat. Et puis les avocats se sont emparés à bras le corps des nouvelles technologies. Nous nous réjouissons de travailler main dans la main avec la chancellerie à l'expansion du RPVA. Les liaisons augmentent, ainsi que le nombre d'adhérents de manière significative. Aujourd'hui, c'est un succès. Près de 35 000 avocats sont connectés à la plateforme e-barreau. Cet outil fédérateur qui a placé les avocats au cœur de la chaîne juridictionnelle doit encore très rapidement évoluer. Il ne doit pas exister de fracture numérique ou technologique entre les avocats et certaines juridictions, quel que soit le lieu et les modalités d'exercice. Cela participe de l'unité de la profession et de l'unité de la justice française. Du fait de leurs charges et de leurs coûts, il faut réfléchir à une mutualisation des moyens numériques de la profession sous l'égide du CNB, développer de nouveaux outils et d'autres services aux avocats au-delà de la seule sphère judiciaire. Enfin, et pour ne pas être trop long, nous travaillons à rationaliser l'intervention de l'avocat dans les nouveaux domaines d'activité, ce que depuis une table ronde, les activités mandataires entre les chaînes immobilières, activités accessoires et pas principales, mandataires de sportifs, mandataires d'artistes, et je m'arrête une seconde sur le mandataire sportif. Nous avons parlé ce matin du projet de loi qui voudrait assimiler le mandataire du sportif à l'agent sportif. C'est impossible, c'est irrecevable, c'est illégal. Il y a deux articles, l'article 6 et l'article 7. L'article 6 prétend nous faire dépendre, nous, avocats, pour ce qui serait de l'ordre de nos manquements, de la réglementation de la fédération sportive à laquelle sera attachée notre activité, et de dépendre de son disciplinaire. C'est une plaisanterie, de mauvais goût. Et quant à l'article 7, il prétend nous aligner en matière de blanchiment sur les obligations qui pèsent sur les fédérations. Parce qu'on imagine que l'avocat, non pas agent du mandataire sportif, va se prendre des mécanismes de billets à travers les frontières et qu'il faudrait qu'il déclare. Tout ça n'a pas de sens. Je vous le dis au passage, nous ne pouvons pas accepter cette assimilation et ce projet de loi doit être totalement revu, annulé, retiré, repensé. Nous sommes des mandataires, nous ne sommes pas des courtiers et nous n'y prétendons pas. Le Conseil national des barreaux a signé récemment avec les directions générales des finances publiques une convention nationale qui étend aux avocats le dispositif du tiers de confiance de l'article 170 ter du Code général des impôts, applicable depuis le 1er avril 2012, et c'est un progrès qui permet aux avocats d'accompagner les saints particuliers ou les professionnels assujettis à l'impôt sur le revenu. C'est une opportunité pour nous de joindre au accru et une sécurité pour les finances publiques. Nous échangeons aussi avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables pour déployer une vigilance commune sur le périmètre des champs d'activité respectifs des uns et des autres, en même temps que nous mettons au point les conditions d'une interprofessionnalité fonctionnelle, telle que la loi avait permise il y a 20 ans. L'usager pourra recevoir dans un même espace le concours des professionnels du droit et celui des spécialistes du chiffre,
dans le plus grand respect de la déontologie de chacun et des règles qui garantissent le secret de sa relation avec autrui. Le secret. Nous avons besoin de vous pour assurer sa protection. La loi de transposition de la directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005, la troisième, a pris des distances avec elle, et la France a été courageuse, puisqu'elle aurait risqué une procédure de manquement, en imposant le filtre du bâtonnier dans la ligne de l'arrêt du Conseil d'État du 10 avril 2008, qui avait été rendu sur les décrets d'application de 2004, concernant la deuxième directive, déjà ancienne. La déclaration de soupçon ne peut être adressée au bâtonnier et jamais à Tracfin. C'est la loi qui le dit. Nous avons mis au point au Conseil national des barreaux un petit opuscule qui s'appelle « Dissuader pour ne pas dénoncer », afin d'informer les avocats et de donner aux bâtonniers qui seraient les destinataires de déclaration de soupçon un mode d'emploi quand ils ont besoin d'être conseillés, de quelle manière envoyer de manière anonyme au CNB qui leur répondra et leur dira si, oui ou non, il y a matière. Et vous savez qu'un danger menace. Une quatrième directive serait en préparation, qui contraindrait l'avocat, même quand il refuse de prêter son concours à une opération qui lui paraît suspecte, de dénoncer, quand le client est sorti de son cabinet, le délit initial principal, en même temps que disparaîtrait le filtre du bâtonnier. Que les choses soient claires. Un avocat qui prêterait son concours à une opération de blanchiment serait complice par fourniture de moyens et relèverait et de la correctionnelle et du disciplinaire. Il n'aurait aucune place dans notre barreau et aucun bâtonnier n'aurait la moindre complaisance à l'égard d'un tel comportement. Le CNB est là pour le rappeler. Mais déjà, des bruits inquiétants sont revenus aux oreilles. Des agents de Tracfin, ici et là, sollicitent des avocats pour leur dire qu'ils peuvent s'adresser directement à eux sans passer par le bâtonnier. J'ai reçu une lettre à ce sujet du président de l'UNCA, qui avait lui-même été le réceptacle de ces informations terrifiantes. J'ai écrit, on en parlera cet après-midi quand il sera là, à M. Carpentier, qui certainement ignore ces pratiques, et je tiens à rappeler que cette incitation à violer le secret professionnel de l'avocat, parce qu'il s'agit de cela, tombe sous le coup de la loi pénale. Et le fonctionnaire de Tracfin, qui aurait obtenu de cette manière une information, s'il la garde, est receleur d'une violation de secret professionnel, et je vous demande, par conséquent, de donner instruction au procureur, que vous en avez le droit, de poursuivre sans faiblesse les fonctionnaires qui seront coupables de telles manœuvres. Peu m'importe l'interprétation que tel ou tel donne à la mission du bâtonnier par qui doivent passer des déclarations. En conscience, car c'est un argument qu'on va retourner, le bâtonnier ne serait qu'un vaguemestre. Il n'a pas à se demander s'il va transmettre ou non. On envoie au bâtonnier, le bâtonnier transmet. Je demande pourquoi il y aurait un filtre. C'est au bâtonnier qu'il appartient d'estimer que la déclaration n'est pas sérieuse ou au contraire qu'elle doit être transmise. Nous ne sommes pas des vaguemestres chargés de porter aveuglément les prix qu'on nous remet. Quant aux avocats, je vous le dis avec fermeté, ils n'accepteront jamais d'être les dénonciateurs anonymes de leurs contemporains. Si la quatrième directive devait passer, nous nous opposons de toutes nos forces. Nous ne sommes pas des supplétifs de la police financière. Nous ne serons jamais les miliciens de l'administration fiscale. Grâce au secret, nous sommes sujets constamment à des menaces. C'est notre honneur que ce secret, qui est un devoir, et non pas un privilège, mais c'est sujet d'exposition constante à des agressions, des atteintes, et une est en cours actuellement à Bruxelles, où est élaboré, Mme Viviane en a parlé ce matin, un projet qui prétend interdire en garde à vue certaines conversations confidentielles de l'avocat et de son client si la personne est suspectée
d'infraction d'une certaine gravité. L'entretien aurait lieu en présence d'un policier. Je me rappelle que pour une mission d'estimation de l'état des droits de l'homme en Chine 2 ans après Tiananmen, j'avais rencontré les membres du barreau chinois et j'avais appris que l'avocat chinois qui va voir un client en prison doit le recevoir, le rencontrer en présence d'un gardien, que l'avocat a l'obligation de tenir un compte-rendu écrit de ce que lui a dit son client et de tenir ce compte-rendu à la disposition de la justice. Je ne vois pas de différence de nature, éventuellement de degré et encore, entre les dispositions de la procédure chinoise. La Chine a d'autres mérites, mais sur ce plan-là, elle ne nous devance pas. Et le projet de Bruxelles, nous avons donc besoin, Madame la Ministre, de votre concours et nous vous appelons au secours en raison précisément de votre engagement humaniste. Vous avez fait la preuve. Je vous le dis parce que vous le savez mieux que personne. Et nous avons rendu ensemble hommage à cet immense avocat que fut Gaston Monnerville, dans d'être un homme politique, né dans votre territoire. Vous savez que l'avocat, qui n'est pas un privilège, je l'ai dit tout à l'heure, est un devoir impérieux pour nous, car il est le corollaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir s'adresser à un confident nécessaire qui ne la trahira pas. Et vos prises de position publiques empreintes de la philosophie du siècle des Lumières et des déclarations des droits de la personne humaine nous font concevoir un grand espoir en une approche plus humaine de la justice et de la procédure pénale dans l'intérêt des prévenus, des condamnés et des victimes. Ce respect de l'autre constitue à l'évidence votre plus noble préoccupation, comme elle est aussi la nôtre. Grâce au secret, nous sommes les réceptacles des angoisses, des misères, des fautes de nos contemporains. Nous les aidons à les surmonter, à les dissiper, à en réparer les conséquences. Notre relation avec chacun n'est pas exempte de cas de conscience, mais nous devons pouvoir nous en ouvrir en toute sécurité à nos instances ordinales, à nos bâtonniers pour leur demander conseil et assistance. C'est pourquoi le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée des 14 et 15 septembre dernier, a voté une nouvelle rédaction de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 71. Vous savez qu'une jurisprudence catastrophique de la Cour de cassation, compréhensible juridiquement mais catastrophique, de septembre 2011, a dit que l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquait pas en matière de secret aux correspondances échangées entre l'avocat et son bâtonnier. Alors l'avocat, dans sa solitude, qui a besoin de partager avec son bâtonnier une position de défense, un comportement, la déclaration de soupçon elle-même. Tout cela peut être exposé dans la presse demain, transmis à la police, au procureur, à Tracfin. Nous sommes dans une situation tragique par rapport, encore une fois, à ces libertés fondamentales de nos contemporains. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons fermement, car nous avons adressé, vous savez, le texte de la résolution à laquelle a travaillé le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers et le Conseil de l'ordre de Paris, de faire en sorte que cette proposition devienne projet de loi et que nous ayons des garanties qui sont dues à nos contemporains. Car encore une fois, le secret n'est pas un privilège, ce n'est pas un pavillon de complaisance sur lequel on écoulerait une marchandise frelatée ou interdite. C'est un droit fondamental sans lequel il n'y a plus de démocratie, parce qu'il n'y aurait plus d'avocats à qui l'on puisse s'en remettre. Enfin, nous espérons que le Conseil national des barreaux sera appelé à travailler avec votre ministère et avec vous-même sur la réforme sans cesse annoncée et toujours remise de notre code de procédure pénale. La réforme de la garde à vue n'est pas achevée, nous en avons parlé. Nous souhaitons que l'avocat puisse être présent toujours et partout. Et nous souhaitons un texte de loi que j'avais soumis à Mme Reding lorsqu'elle avait reçu à Bruxelles, qui serait rédigé comme suit. Toute personne contrainte ou amenée à se rendre auprès de la police judiciaire ou du parquet peut se faire accompagner par un avocat.
C'est aussi simple que ça. De même, toute personne accusée doit avoir connaissance de ce dont on l'accuse. Je n'ai pas ici une demande extravagante. Je rappelle simplement l'article 6, paragraphe 3, alinéa petit a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 1950, qui dit que tout accusé doit savoir, dans un délai extrêmement rapide et de manière détaillée, ce dont on l'accuse. Nous sommes loin de ce que nous attendons pour être en conformité avec un texte établi par un Français, René Cassin, ayant donné lieu à l'établissement d'une juridiction en France, la Cour de Strasbourg, depuis maintenant près de 72 ans, et qui, aujourd'hui, semble nous dépasser, comme si nous étions exténués par le poids des déclarations des droits de la personne humaine qui ont trouvé naissance en France. J'en ai terminé. Madame la ministre, vous ne nous faites pas seulement honneur en venant, vous nous faites plaisir. Les avocats n'ignorent pas qu'un garde des Sceaux n'est pas seul à décider. Quand vous aurez besoin de notre concours, nous serons présents. Lorsque nous serons en désaccord, nous n'hésiterons pas à vous le faire savoir. Disciples de vos marchés, pour qui sont la liberté de blâmer dépend des loges flatteurs, nous souhaitons de tout cœur n'avoir que les occasions de vous féliciter. S'il arrivait qu'il en soit autrement, nous savons que vous ne vous en formaliserez pas. Les avocats sont volontiers frondeurs, c'est leur nature, parce que c'est l'essence même de leur fonction. Si de temps à autre, leurs paroles vous semblent trop fortes ou trop dures, c'est qu'ils portent la voix de la multitude. Nous l'aidons à ne pas désespérer. Et si nous frappons contre le mur, c'est dans l'espoir que les portes cèdent et qu'elles s'ouvrent sur la lumière.